dimanche en campagne, c'est le grand angle politique de ce dimanche 23 janvier. Bienvenue dans notre rendez-vous politique pour décrypter la campagne présidentielle française. Le dimanche 24 avril, la France découvrira le nom de son président pour le prochain quinquennat. D'ici là, nous croiserons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique. Avec vous ce soir, Paolo Levi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant en France de l'agence de presse italienne ANSAI. Avec vous également, Richard Verly, correspondant du quotidien suisse Le Temps pour la France et l'Europe. Bonsoir également. Bonsoir. Première question très rapide. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine de campagne présidentielle ? L'image de Gilbert Collard se ralliant à Éric Zemmour, c'est tout à fait, à mon avis, révélateur de cette extrême droite méditerranéenne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'extrême droite est clivée. Il y a d'un côté la droite du Sud, l'extrême droite du Sud qui est plutôt pour Éric Zemmour, et Marine Le Pen dans le reste du pays. Même question pour vous ? Certainement, le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, dans cette ville qui symbolise elle-même la réconciliation franco-allemande et où il a esquissé l'avenir de la France et de l'Europe, c'était un moment majeur. On va largement y revenir. Emmanuel Macron se fait donc rattraper par la présidentielle au Parlement européen. Anne Hidalgo tacle la primaire populaire. Éric Zemmour fait son marché au Rassemblement national. Une semaine en campagne. Le résumé est signé Lounet Guipadour. Cette semaine, dans les courriers du cœur de la campagne présidentielle française, trahison, union, séparation, on fait le point. Et on commence avec cette petite phrase choc d'Éric Zemmour. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Vendredi, le candidat d'extrême droite était à Cannes. Il en a profité pour peaufiner sa stratégie de l'extrême et ça séduit de plus en plus le Rassemblement national. Cette semaine, Éric Zemmour a enregistré le ralliement de plusieurs personnalités du parti de Marine Le Pen, dont l'eurodéputé Gilbert Collard. De son côté, Marine Le Pen dit adieu à ses ex-soutiens, mais aussi au totem de la doctrine nationaliste. La suppression de la double nationalité ne figure plus dans son programme. Valérie Pécresse, elle, élargit son camp. La candidate des Républicains est désormais soutenue par deux formations de centre-droit, l'UDI et les centristes. Mes amis, avec vous aujourd'hui, je sens s'élargir la droite. Et c'est important de s'élargir, c'est important de se rassembler. Côté élargissement, la primaire populaire de la gauche a eu moins de succès. Après Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, Anne Hidalgo prend elle aussi ses distances. Cette élection avant le premier tour qui devait nous unir, ils ne l'ont pas voulu. Alors, la page est tournée, je défendrai notre projet et les Françaises et les Français trancheront. La primaire populaire compte à ce jour plus de 400 000 signatures. Fermeture des inscriptions ce dimanche à 23h59. À gauche toujours, le candidat de la remontada, remonte pas. Arnaud Montebourg renonce définitivement à sa candidature. J'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Emmanuel Macron, lui, ne s'est toujours pas porté candidat, mais il a officiellement pris la présidence du comité de l'Union européenne. Souveraineté, sécurité, écologie et immigration, il a présenté ses priorités pour la France. Pour l'Europe, pardon. Vous vous mélangez ? Nous aussi. Et ce ne sont pas les députés français qui nous aident à y voir plus clair. Vous resterez dans l'histoire le président de l'inaction climatique. Vous êtes le président du mépris, mais au moins, vous l'assumez. Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. Pour l'heure, la question reste la même. Quand Emmanuel Macron va-t-il annoncer sa candidature ? Allez, à la semaine prochaine. En séquence franco-française au cœur de l'Europe, certains eurodéputés n'ont pas caché leur agacement. Comment ça a été perçu par les Européens ? Je pense comme une faute de goût de la part des eurodéputés français qui se sont exprimés, parce que dans cette enceinte, le discours d'Emmanuel Macron, lui, était très européen, il était axé sur les valeurs, il était axé sur la défense de la démocratie face aux différents périls, et il est vrai que les différents eurodéputés français qui se sont exprimés, eux, finalement, ont essentiellement parlé de la campagne, ce n'était sans doute pas la chose à faire. Ça a été commenté en Italie, qui est un peu occupée à se choisir un président aussi en ce moment, mais est-ce que la séquence a été notée ? Oui, bien sûr, c'est un discours, celui du président français, qui a eu une envergure et un rayonnement au niveau européen. Je suis moins critique par rapport au fait que
des députés français aient pris la parole. C'est leur droit. C'était un extraordinaire exercice de démocratie européenne qu'on a vu là. On critique souvent l'Europe, on la taxe de technocratique, alors que là, on a vu vraiment un vrai débat virulent entre un président de la République qui, en France même, ne va pas débattre à l'Assemblée nationale, et il peut le faire à Strasbourg, et des députés qui ont fait valoir, disons, leur argumentaire. Et je vois moins, on parle dans la presse française beaucoup, voilà, c'était des arguments nationaux, pas nationaux. En fait, moi, je vois moins ce clivage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les thèmes dont on parle en France, certes, maintenant c'est la campagne présidentielle, mais en général, c'est des thèmes dont on parle aussi en Italie, dont on parle aussi en Espagne. Il y a un vrai débat public européen aujourd'hui qui est en marche. Je reformule, parce que dans le fond, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron n'utilise pas l'Europe pour faire sa campagne présidentielle à laquelle il n'est pas déclaré? Bien sûr. Bien sûr qu'il utilise l'Europe, c'est évident. Il utilise la présidence semestrielle française de l'Union européenne. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Les dates, comme on le sait, de cette présidence auraient pu éventuellement être changées. Elles n'ont pas été modifiées. Donc oui, il utilise cet argument, mais tout simplement aussi parce qu'il correspond à ce qu'il pense et à ce qu'il veut pour la France. Écoutez, on était tous là, je pense, en 2017, lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas sans vous rappeler que quand il est apparu pour la première fois dans le carré du Louvre, il y a eu l'hymne à la joie, l'hymne européen qui a résonné. Donc on ne va pas le taxer d'exploiter, disons, une idée. C'est pas un Européen de premier poil, disons. C'est depuis le début de son mandat et même avant, pendant la campagne, qu'il a revendiqué, voilà, cet ADN européen. Et donc et la question qui va se poser maintenant, c'est comment passer de président-candidat à candidat-président. Il va faire une campagne éclair? Écoutez, quand on regarde les dates, ses prédécesseurs se sont toujours déclarés aux alentours du 15 février. Donc ce n'est pas très étonnant qu'il attende le dernier moment. Il a une difficulté supplémentaire, c'est la crise sanitaire, puisque vous savez, les interdictions vont être levées en 2 étapes, 2 et 16 février. Donc il faut quand même qu'il fasse attention à ne pas apparaître comme celui qui instrumentalise trop la crise sanitaire à son profit. Mais je pense que dans les 2 ou 3 semaines, on saura qu'il est candidat. De toute manière, il n'y a aucune surprise. Il l'est, tout ce qu'il dit prouve qu'il est déjà candidat. Alors cette question maintenant, le costume de candidat est-il trop grand pour Éric Zemmour après une entrée en campagne qui a fait du bruit à l'automne? Le polémiste connaît quelques difficultés ces dernières semaines. Il annonce au total 3 ralliements du côté du Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire que ça repart pour lui? Écoutez, on va le voir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je pense en revanche que Éric Zemmour, qui a écrit un livre qui s'appelle Le suicide français, est en train quelque part de jouer un mauvais tour à l'extrême droite française en général, parce qu'il a cassé ce front de Marine Le Pen en 2, et donc il risque par sa présence même de diluer encore plus ce vote. On va le voir dans les prochains jours. Vous nous dites qu'il y a 2 extrêmes droites aujourd'hui en France, c'est ça? Oui, que vous même nous dites? oui. Les chiffres, si tu as un drap et tu le tires d'un côté, de l'autre côté, le pied reste dehors. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Richard? Pour l'instant, il recrute à la périphérie. Il a recruté à la périphérie des Républicains. Guillaume Pelletier n'était pas, il était numéro 2, mais il n'était quand même pas au centre de l'appareil des Républicains. Et Gilbert Collard est une sorte de trublion, puisqu'il n'était même pas pendant longtemps membre du Rassemblement national de Marine Le Pen. Une belle prise, ça serait Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen? Ah, il est incontestable que le ralliement officiel de Marion Maréchal pèserait beaucoup plus lourd, mais vous avez remarqué qu'elle se tait, qu'elle ne dit rien, et n'oublions quand même pas que la famille Le Pen, elle est unie lorsqu'il s'agit de préserver son leadership dans l'extrême droite. Est-ce qu'Éric Zemmour, qui est à la traîne dans les sondages par rapport à Marine Le Pen, pourrait se rallier à elle? D'un mot rapide. Non, pour l'instant, non. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'extrême droite française et même à gauche, les 2 extrêmes, en fait, et les 2 camps souffrent d'un complexe de narcissisme, parce que c'est un combat d'ego. Et tant qu'ils sont si égocentriques, ils ne vont jamais pouvoir se rallier. Non, ça, j'y crois pas du tout. Sinon, il n'y serait pas allé. Éric Zemmour, alors là, pour le coup, s'il y va, c'est parce qu'il est persuadé qu'il a une chance de réussir cette union des droites. C'est ça, son programme. C'est-à-dire de casser ce Rubicon entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Il pense qu'il est le seul à y parvenir, puisque jusqu'à présent, Marine Le Pen n'y a jamais réussi. Donc, je ne crois pas du tout qu'il se désiste en faveur de Marine Le Pen. Peut-être espère-t-il encore qu'elle va se désister en sa faveur. Non, et après, avec ce mouvement Reconquista, Reconquête, il a de vraies cartes à jouer pour les législatives. Donc pour les présidentielles. C'est peut-être en deux temps. À gauche toute maintenant, Anne Hidalgo tacle la primaire populaire qui, dit-elle, peut retirer son nom. Après l'écolo Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, la candidate PS prend nettement ses distances avec l'initiative citoyenne qui revendique quand même plus de 376 000 inscrits. La gauche s'enfonce dans le chaos.
Écoutez, 400 000 inscrits en ligne, sauf erreur, la primaire du Parti socialiste en 2017, elle avait eu 2 millions de votants. Donc très franchement, ce n'est quand même pas un grand succès, cette primaire populaire. Et par contre, ce qui est désastreux, c'est les discours qu'on a entendus d'Anne Hidalgo, qui a d'abord misé sur cette primaire populaire, qui maintenant s'en éloigne. Moi, très franchement, je ne comprends pas pourquoi elle demande à ce que son nom soit retiré, puisque le principe même de la primaire populaire, c'est que les gens peuvent voter pour qui ils veulent. Donc on va voir, et ça va être intéressant, qui ils préfèrent entre Taubira, Mélenchon, Jadot et Hidalgo. La seule qui finalement est d'accord avec l'exercice, c'est Christiane Taubira. Du coup, tout cet arsenal est un peu taillé à sa mesure? Oui, écoutez, en tout cas, c'est affligeant de voir ce spectacle parce que, franchement, la politique, c'est aussi un exercice de compromis. Et c'est incroyable de voir ici à gauche aussi ce combat d'ego incroyable où on n'est pas en mesure d'exprimer, après un débat, bien sûr, une personnalité forte pour aller se présenter aux élections. C'est un morcellement qui est affligeant pour, je pense, la démocratie française. Le Parti socialiste est un parti historique qui a fait l'histoire de la France. Et aujourd'hui, voir cette absence de capacité de trouver une synthèse, c'est vraiment dommage. Si on se met à la place de ces 400 000 inscrits qui doivent voter normalement de jeudi à dimanche, on peut se dire à quoi bon en fait? L'exercice est un petit peu perdu d'avance? Alors ceux qui se sont inscrits, sans doute, ils croient à cette primaire populaire. L'idée n'était pas mauvaise. L'idée de proposer au public de choisir son candidat et peut-être même de choisir un candidat qui n'était pas parmi les favoris. C'était l'idée de départ de cette primaire populaire. Très franchement, elle aurait pu apporter quelque chose, mais pas à ce moment de la campagne. Elle arrive beaucoup trop tard et en tout cas pas alors qu'elle est la cible de tous les candidats déclarés qui n'en veulent plus, sauf, vous l'avez dit, Christiane Taubira, pour une raison simple, c'est que c'est la seule corde qu'elle peut maintenant tirer pour justifier son entrée en campagne tellement tardive. Pour conclure et pour résumer, c'est à droite que ça va se jouer, cette élection? L'impression, c'est que ça va se jouer à droite et que la gauche ait oublié un petit peu la devise des trois mousquetaires, tous pour un pour tous. Parce que là... Oui, n'oublions pas quand même deux éléments. Premièrement, il peut y avoir un réflexe de vote utile à gauche en faveur, semble-t-il, de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le mieux placé. Après tout, l'électeur de gauche moyen peut dire, allez, c'est lui le meilleur cheval, donc on va miser sur lui. Et les écologistes qui ont démontré qu'ils ont un public qui n'est d'ailleurs pas nécessairement à gauche, qui ne se vit pas nécessairement comme à gauche. Regardons en particulier du côté de l'électorat des jeunes. Ne l'oublions pas, il y aura 5 millions d'électeurs français de moins de 24 ans à cette prochaine présidentielle. Surveillez, vous nous donnez envie de vivre tout ça. Merci beaucoup, Paolo Lévy. Merci à vous, Richard Verly, d'être venu dans une semaine en campagne.